Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Périscope, consacrée une fois de plus aujourd'hui à la situation sociopolitique dans la sous-région ouest africaine. Notre tour d'horizon du jour nous conduira ainsi successivement après le Burkina, où l'Assemblée nationale vient d'adopter la modification de la loi portant code électoral, en Côte d'Ivoire et au Mali. Vous le savez bien, la candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle ainsi que l'exclusion de fait de personnalités comme Laurent Gbagbo et Guillaume Soro échauffent les esprits sur les bords de la lagune ébriée. De même, on attend toujours de voir plus clair dans les aboutissants du coup d'État survenu le 18 août dernier au Mali et qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Tour d'horizon périscopique donc avec Aminata Ouedraogo Bakayoko. Elle est journaliste et communicatrice, coordonnatrice générale de l'Union panafricaine des femmes professionnelles de l'image, UPAFI, et précédemment secrétaire générale du ministère de la Communication. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Mon deuxième invité s'appelle Paul Kiemde, docteur d'État en sciences politiques, enseignant des universités, ancien ministre de la Justice et membre du conseil d'administration du Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Bonsoir, Monsieur Kiemde, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Heureux de vous retrouver pour le 108e numéro de votre émission Périscope. Seulement 12 semaines nous séparent du 22 novembre 2020 et des élections couplées, présidentielles et législatives, au Burkina. Le décor est d'ores et déjà planté puisque la Commission électorale nationale indépendante s'est dit techniquement prête pour organiser le scrutin. De même, les partis politiques s'activent, multipliant les investitures. L'opposition a scellé un accord politique et l'Assemblée nationale vient d'adopter la modification de la loi électorale afin de prendre en compte la situation du pays marquée, vous le savez bien, par une crise sécuritaire et humanitaire préoccupante. Tout d'abord, comment jugez-vous l'état global du Burkina à quelques mois de ce scrutin, Madame Ouedraogo? Merci Serge. C'est vrai que toute l'actualité est gérée ou en tout cas est dominée par l'activité politique des uns et des autres. Mais je pense personnellement que ce qui devrait nous préoccuper, c'est surtout la situation sécuritaire dans le pays. Parce que quand on n'est pas en sécurité, on ne pense pas au vote. Quand on n'est pas en sécurité, on ne vote pas. C'est mon point de vue personnel. L'imam de Djibo, le grand imam de Djibo, oui, qui vient d'être tué récemment, tout ça, d'un village, je crois qu'ils ont dit 15 ou 18 kilomètres, ou c'est une trentaine de kilomètres entre Djibo et cette ville où il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas l'imam seulement, il y a d'autres personnes. Il y avait eu le député maire de Djibo aussi, voilà. Ousmane Diko. Et c'est sur le même tronçon. Je pense qu'il y a des réalités plus criardes qui nous concernent. Mais ceci étant, puisque nous avons dit que c'est la démocratie, que nous faisons la démocratie, que nous devons aller aux élections, et que les dessins jetés, il faut donc qu'on joue et qu'on aille aux élections. Je pense qu'il faut qu'on ait quand même l'esprit tranquille. Parce que les gens, j'ai l'impression, quand je lis les journaux, quand je regarde les informations, les gens sont chauds. C'est comme si on est pressé d'aller à quelque chose. Est-ce que les élections, c'est une fin en soi? Est-ce qu'une fois qu'on aura fait les élections, tous nos problèmes seront résolus? Est-ce que si une fois qu'on aura fait les élections, la sécurité sera venue au Burkina Faso? Personnellement, moi, je me pose des questions et je suis même inquiète de l'allure que prend cette frénésie électorale dans le pays. Vous êtes également inquiet, mais vous vous inquiétez de l'allure, vous sentez que c'est une frénésie électorale? Paul Kiemde. Je partage son inquiétude et sur les questions sécuritaires qui ne semblent pas être suffisamment au centre des préoccupations du débat national, politique, national des partis politiques, des associations et autres. Par la force des choses, on en parle chaque fois qu'il y a eu malheureusement une action
des terroristes, mais ça n'a pas l'air de... je ne sais pas si on peut appeler ça la résilience, mais ce n'est pas une bonne résilience de ce point de vue. Mais je pense quand même que donc c'est bon qu'on s'achemine sereinement vers les élections, parce que même si la situation était plus dramatique, il ne faut pas en rajouter avec des possibilités de contestation de pouvoir, de fait, soit de prolongation, soit... ou un vide constitutionnel. Soit un vide constitutionnel. Et peut-être aussi, parce que je ne suis pas trop optimiste sur le fait qu'on va sortir de la situation sécuritaire aussi vite. Hein, donc on risque d'en avoir pour un bout de temps. Donc si on suspend au règlement de la situation sécuritaire, on risque d'être très très déçu. On risque d'attendre longtemps. Est-ce que vous diriez que donc ces élections sont quoi? On sait tous que la situation est difficile. Est-ce que vous direz donc que ces élections constituent un rendez-vous à tenir coûte que coûte et que c'est finalement un mal nécessaire? C'est un mal. Est-ce que c'est un mal? Bon, ce n'est pas un mal, c'est une façon aussi de résister. Faut pas donc mais même tenir ces élections, c'est également résister ça fait partie au mal qui nous frappe. Voilà, oui, c'est une de façon montrer aussi qu'on a été capable de tenir de résister et de ne pas prendre des positions qui vont nous faire sombrer. Et on va sombrer si on se retrouve dans la situation où il n'y a plus d'élections, il n'y a plus ceci. Et donc, je crois que c'est ça. Hein. Oui, à mon avis, c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui ont étudié le droit, qui ont fait des études, qui connaissent les différentes situations, qui savent quand la situation est spéciale, il faut donc trouver des mesures spéciales. Trouver des mesures spéciales. Je me dis qu'il fallait anticiper. Quand on gouverne, ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que nous vivons cette situation d'insécurité. C'est vrai que ce n'est pas le moment, ce n'est pas à 2 mois des élections que ce problème devrait être posé. Moi, je pense que les intéressés devaient y réfléchir. Se dire, nous avons les prochaines élections en 2020. La situation, elle est dramatique, elle est critique, elle est préoccupante. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'ici là? Quels sont les différents scénarios qui peuvent se présenter? Et si ces différents scénarios se présentent, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pourquoi ne pas avoir réfléchi à ça? Pourquoi ne pas avoir anticipé? Aujourd'hui, on parle comme si, sans ces élections, excusez-moi l'expression, c'est la fin du monde. Non, ce sont les hommes qui font les textes. Ce sont les hommes qui réfléchissent. Donc, on pouvait réfléchir avant, trouver plusieurs scénarios et puis dire, telle situation fera face à telle action, telle autre situation, on aura affaire à telle autre situation. Mais on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on fonce au mur parce qu'on se dit, on est obligé d'aller aux élections. Et franchement, je trouve ça dommage comme attitude. Oui. Et puis, on va aux élections et après. Et on continue comme ça. Ouais, ça n'a pas été quand même faute d'alerte par rapport aux différents scénarios. Le WANEP en avait donc situé quelques-uns. Il y avait jusqu'à 3 scénarios. Le scénario le plus probable, celui réaliste, celui du pire. Donc finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on a pris en compte, ou suffisamment pris en compte ces alertes-là, Paul Kiemde? C'est vrai que on avait abordé la question avec les scénarios. Et puis, bon, finalement, je suis d'accord avec vous quand même. C'est à quelques 2 mois. Oui, à quelques 2 mois que, bon, on est en train de discuter, de peaufiner, de faire. Ben, ça aurait peut-être pu être fait bien avant. Bon, donc, il y a 4 ou 6 mois. Au moment où on en parlait, il fallait y aller.
Peut-être même il y a 2 ans, on aurait pu s'asseoir pour faire la projection en essayant de voir qu'est-ce qu'il fallait faire ensemble avec les autres. En tout cas, l'option, c'est d'aller à ces élections. Et je le disais tout à l'heure, l'Assemblée nationale, au regard de la situation, donc, a adopté, c'était le 25 août dernier, une modification du code électoral pour prendre en compte donc les spécificités de la situation marquée par cette crise sécuritaire et humanitaire. Alors avant d'en parler, je vous propose d'écouter le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, Siméon Sawadogo, en préciser les principaux points de changement. C'était lors d'un point de presse qu'il a donné ce 27 août à Ouagadougou, en présence de Farida Elodi Sawadogo, de la rédaction de Burkina Info. Les modifications ici opérées concernent les points essentiels suivants. Premièrement, nous avons le maintien des démembrements de la CENI à l'extérieur, à savoir la commission électorale indépendante d'ambassade et la commission électorale indépendante des consulats. Deuxièmement, nous avons la prise en compte des cas de force majeure dans le défaut, dans le cas où il y a des problèmes dans l'enrôlement, où il y a des localités qui auront des difficultés donc, pour pouvoir faire effectivement cet enrôlement-là. Nous avons ensuite l'harmonisation de la durée de la campagne électorale pour les législatives et pour les présidentielles à 21 jours. Quatrièmement, il y a la réduction du délai de traitement des requêtes par la Commission nationale indépendante de 7 jours à 72 jours. Et nous avons sixièmement la réduction du délai de dépôt des déclarations de candidature aux législatives, donc à 60 jours avant le scrutin au lieu de 70 jours. Ça, c'est l'article 176. Septièmement, nous avons la réduction du délai de couverture des campagnes dites déguisées. L'article 68 bis disait donc qu'il n'y avait pas de possibilité donc, de faire des activités politiques s'apparentant à la campagne, donc 60 jours avant. Nous avons dans ce projet de corps-là réduit ça à 30 jours. Huitièmement, nous avons l'extension des lieux destinés à recevoir des affiches liées aux élections après autorisation de l'autorité compétente. Nous avons également la réduction du délai de dépôt de déclaration des candidatures. Et par ricochet, la modification du délai de publication de la liste provisoire de candidatures, 40 jours au moins avant le scrutin. C'était le ministre de l'Administration territoriale qui donnait donc des éclaircissements sur les modifications intervenues au niveau du code électoral afin de prendre en considération la situation sécuritaire du pays dans le cadre donc du scrutin du 22 novembre prochain. Alors, comment déjà réagissez-vous à la modification du code électoral, puisque c'était rendu nécessaire au regard donc de tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, Madame Ouedraogo? Moi, je reste fidèle à ma position en disant que c'est vrai qu'on a toujours parlé de cette modification à minima. Il y a eu un consensus sur la majeure partie du plan des articles à réviser. L'opportunité pour moi, c'est le moment. En fait, c'est ça. C'est pas que ce ne soit pas opportun, c'est pas qu'il ne faille pas le faire. Mais je me dis qu'il y avait des préalables avant d'en arriver là. Parce que ces modifications, ça change quoi fondamentalement? On réduit le délai de 70 jours à 60 jours. Ça fait 10 jours de moins. Si c'est pour une question sécuritaire, je ne trouve pas les justifications pertinentes. Disons que le point principal de cette modification, c'est surtout, et c'est ce point-là qui suscite beaucoup de débats au sein de la classe politique, c'est celui qui évoque les cas de force majeure
ou de circonstances exceptionnelles. Ce qui fait qu'on devrait prendre en considération les seuls résultats des bureaux de vote ayant ouvert. Parce qu'il y a des bureaux de vote où manifestement le scrutin ne pourra pas se tenir. Il y a des localités où le scrutin ne pourra pas se tenir. Donc je pense que c'est ça fondamentalement qui faisait le point d'orgue de cette modification pour prendre en considération justement le fait qu'il y a une situation qui nous amène à considérer certaines localités qui ne pourront pas ouvrir, où les bureaux de vote ne pourront pas ouvrir. Oui, je pense qu'on parle, mais on ne s'écoute pas. Il me semble qu'à un moment donné, cette question était sur le tapis et les juristes disaient que si un seul Burkinabé n'arrive pas à voter pour X raison ou quoi, ça peut invalider. Bon, ça, c'est des termes, nous sommes des profanes, nous ne sommes pas des juristes, on ne comprend pas. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, à un moment donné, a fait le tour et a proposé qu'il y ait une scission et des élections. Il y a eu une tollée générale, on leur a prêté toutes les intentions, et fondées ou pas fondées, et eux aussi, ils pouvaient faire ces propositions longtemps à l'avance. Parce que je trouve que ces propositions étaient quand même pertinentes. Ils ont tenu compte de certaines réalités. Mais pourquoi avoir attendu la dernière année et quelques mois avant les élections pour le faire? On aurait pu le faire. Et c'est pour ça que j'ai parlé de différents scénarios en partant. Donc aujourd'hui, on ne sait même plus sur quel pied danser. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce qu'on veut? On veut aller aux élections, n'est-ce pas, Paul Kiembe? Et pour y aller, il faut en amont préparer un certain nombre de choses pour qu'il n'y ait pas de problème en aval. Oui. Bon, à vrai dire, pour moi, il y a le seul point qui peut justifier une révision à cette période-là, c'est la question des circonstances exceptionnelles. De la force majeure. De force majeure. Sinon, les autres, points, ça se discute. Hein. S'ils sont d'accord pour le faire, mais c'est comme on dit, la première chose, c'est le protocole de bonne gouvernance, la bonne gouvernance et les élections qui disait de la CEDEAO. De la CEDEAO, qui dit qu'il ne faut pas modifier les règles du jeu pendant le jeu. Voilà. Et que si ça devrait se faire, avant, voilà. Que si ça devrait se faire, il faut un consensus de la classe voilà, politique. D'accord. Donc il faut que ça ne soit pas une modification essentielle. Et pour que ça ne soit pas essentiel, il faut qu'il y ait un consensus en quelque sorte. Donc là, vraiment, on est dans une période quand même trop proche des élections. Mais l'argument des circonstances exceptionnelles, je pense, on choisit. C'est-à-dire que si le débat, c'est après les élections, qu'il y a des débats sur la validité du résultat, c'est encore plus mauvais que de discuter maintenant, de voter. Et on sait bien que, on sait d'ores et déjà qu'il y a des zones où on ne va pas organiser les opérations de vote. Donc il faut bien savoir, et il y en a qui disent que mais c'est une exclusion, donc c'est passionné. Donc vaut mieux, même si c'est très proche, prendre la décision sur le plan juridique maintenant pour éviter que la situation soit empoisonnée par la suite. Mais peut-être que les histoires de modification sur campagne déguisée ou autre. Il fallait aussi tenir compte d'un certain nombre de choses. Donc il y a eu, puisque c'est une modification qui devrait se faire avec le consensus, le ministre de l'administration territoriale indique bien que ce code est le produit de ce consensus entre la majorité présidentielle et l'opposition politique à travers les conclusions du dialogue politique national. Donc déjà, avant qu'on ne revienne sur le code, comment appréciez-vous ce cadre de dialogue qui est, disons, un peu contesté aussi par d'autres acteurs politiques qui n'y sont pas représentés? Paul Kiembe. Oui, j'allais dire que le dialogue s'amorce parce que dans notre système, on dirait, si on est de l'opposition,
on est contre, si on est du pouvoir. Donc, alors qu'il y a des points sur lesquels, normalement, on devrait être d'accord. Le consensus, c'est ça. C'est pas que ce n'est pas. Si je ne suis pas d'accord, ça ne doit pas se faire. Parce que là, ça devient l'unanimité. Ou bien ça devient un droit de veto. Mais si on est d'accord, on est tous d'accord qu'il faut faire les choses comme ça, là, il y a un consensus des choses. Si on arrive à s'asseoir pour négocier quelque chose, c'est déjà positif. Parce que, généralement, par rapport à au problème des pièces les pièces de votation. Des pièces de votation, on dit, bon, la carte électorale, il faut la faire à partir de la carte d'identité ou du passeport. Bon, c'est une question mineure, mais qui n'a pas pu réunir un consensus. Il n'y a pas eu de négociation. Il n'y a pas eu de consensus sur la carte consulaire. Voilà, sur la carte consulaire. Alors que c'est quand même des questions importantes, mais mineures. Si à ces occasions-là, vous ne pouvez pas vous entendre sur quelque chose, ben, vous ne savez pas sur les grandes choses que vous allez vous entendre. Ouais. Mais ça s'amorce avec cette histoire de dialogue autour de la modification du code électoral. Oui. Alors il faut signaler que ce dialogue politique a été initié, instauré par le président du Faso depuis juillet 2019 et fort justement, c'est le CEFOP, l'institution chef de file de l'opposition politique, qui est donc l'intermédiaire des partis d'opposition. Il se trouve qu'après, il y a eu d'autres entités qui se sont formées. Est-ce qu'au moins, Madame Ouedraogo, vous êtes satisfaite, ou en tout cas, quelle appréciation vous faites de l'existence de ce cadre de dialogue politique entre la majorité présidentielle et l'opposition politique? Non, dans le principe, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que les gens se parlent. C'est une très bonne chose que les gens discutent, que les gens fassent des compromis et qu'on arrive à un consensus. Parce que quand on ne se parle pas, évidemment, chacun tire la couverture à soi, mais il faut éviter aussi de ne pas confondre dialogue et puis désordre. Parce que quand on dit que c'est le chef de file de l'opposition, c'est un cadre formel organisé où on est de ce cadre-là, où on ne l'est pas. C'est que nos textes aussi reconnaissent ceux qui ne sont ni du pouvoir, ni qui ont adhéré formellement au CEFOP et qui sont considérés comme, je ne sais pas s'il faut dire opposition ou des neutres. Tout ça, ça amène... Il y a un cadre qui s'est formé qui s'appelle l'opposition non affiliée, voilà, qui regroupe donc des partis politiques qui ne sont ni de la majorité présidentielle, ni du... Alors, une fois que les textes le permettent, peut-être qu'il fallait les prendre en compte dans ce processus de dialogue-là. Et puis, bon, vous savez, tous les avis sont importants. Il faut avoir les arguments nécessaires pour étayer et pour défendre sa position. Moi, dans le principe, j'ai apprécié et je me suis dit, voilà, au moins des gens se parlent. Même si l'opposition s'oppose et que le pouvoir gouverne, au moins on se parle. Et nul n'a le monopole de la vérité. Parce que les Mossi aiment dire que c'est celui qui est hors de l'arène de la lutte qui sait mieux lutter que les lutteurs. Il faut parfois écouter. Et c'est justement ceux qui ne sont pas dans les affaires là qui voient les failles. Et ceux qui y sont ne les voient pas. Il ne faut pas tout jeter par le revers de la main. Il faut analyser, même si on ne va pas dire « Ah, ce que vous avez dit, c'est vrai, on applaudit ». Il y a une certaine intelligence qui doit guider à l'acceptation de certaines choses et puis essayer de les corriger tant que chacun dit qu'il travaille pour le bien du peuple. Et le peuple, c'est nous, le peuple, c'est tout le monde et c'est nous qui les mettons là-bas. Donc, si c'est pour nous, en tout cas, que les discussions, les débats se font, qu'il y ait quand même un consensus, que les gens s'écoutent pour le bonheur de ce peuple-là, parce qu'ils vont vouloir notre suffrage bientôt, donc que nous soyons écoutés. Il faut qu'on soit écouté. C'est ce que demandent ceux qui ne sont pas dans ce cadre, justement. Ils ne sont pas associés à ces réformes et ils se réclament acteurs du jeu politique actuel et même
de ce rendez-vous électoral, puisqu'il y a des candidats parmi eux, ils demandent quand même qu'ils puissent être écoutés et associés à ces réformes. Mais Paul Kiemde, sans doute, la loi, c'est la loi, et pour le moment, en tout cas, ce cadre qui s'est regroupé après la constitution du dialogue politique ne figure pas en tant qu'entité au regard de la loi, n'a pas voix au chapitre. C'est ce qu'on peut dire? Non, je ne pense pas qu'il fallait aller jusque-là. Mais je dirais qu'en matière de construction de la démocratie, nous sommes un peu dans le forcing. On essaie, c'est-à-dire on construit nos désirs quelquefois, parce que le CFOP, la majorité, c'est-à-dire on reconstruit une situation pratiquement de bipartisme à l'anglo-saxonne, et qui est une condition qui favorise aussi des échanges sur les grands problèmes dans les choses. Mais là, ça ne s'est pas construit. Et ce n'est pas la loi qui construit. Mais nous, c'est la loi. Nous voulons aller là. Donc, on prend des textes pour dire c'est comme ça. On crée un chef de file. Ouais. Ce n'est pas un leader de l'opposition, mais un chef de file. Bon, oui, leader, ça veut dire que c'est moins formel. Donc, on crée un chef de file de l'opposition qui a un statut, qui va réunir un certain nombre de choses. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont de l'opposition doivent être derrière le chef de file. Mais c'est ce que les textes disent. Mais c'est ce que disent les textes, justement. Non. Et c'est pour ça que... Oui. Pourquoi je vous donne le cas de Ablasse Ouedraogo, qui parfois tapait sur le dos du CFOP parce qu'il n'a pas formellement demandé son adhésion au chef de file. À l'institution chef de file. Et ça posait des problèmes. Mais moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est vrai que l'entité... la troisième entité est née après que ce cadre-là soit formalisé, mais ça se négocie, ça se discute. En fait, ce n'est pas la bagarre. Je pense que par la force des arguments, ils peuvent poser leurs problèmes et qu'on essaie de les écouter et de voir comment est-ce qu'on peut les prendre en compte. En fait, c'est quand il y a le refus, c'est quand c'est fermé que parfois, on sort des déclarations. Vous voulez négocier quoi? Non, ceux qui semblent, qui ne sont pas, peut-être qu'ils veulent être dedans, être considérés comme une entité aussi, au lieu que ce soit bipartite, que ce soit tripartite. Voilà. Donc, est-ce que ça n'appelle pas donc une modification de la loi? Non. On peut aller vers la modification, mais en réalité, dans un contexte de pluralisme, le bipartisme est un désir. Donc, c'est pour ça que au début, je dis, nous codifions nos désirs plus que... Et ces désirs-là sont débordés par la réalité. Donc, mais c'est comme si on allait regrouper les partis d'opposition derrière un chef de file et les autres partis de la majorité dans les choses. Donc, on reconstitue une situation de bipartisme. Non. Mais en fait, si on a, pour moi, ce qui justifie qu'on puisse faire ça, c'est le désir, on manifeste le désir de faire en sorte que le chef de file de l'opposition ait un statut et soit considéré, qu'il puisse être consulté, qu'il y ait... Mais ça, c'est déjà prévu. Il a un statut. C'est-à-dire, c'est ça seulement. Ce n'est pas que si on n'est pas derrière le chef de file de l'opposition, on perd telle ou telle non, on n'est pas du CFOP. Oui, si on n'est pas du CFOP. Si on ne demande pas son adhésion formelle, on n'est pas du CFOP. On peut dire qu'on est de l'opposition, mais bon. Alors, donc il y a des avantages. Quel est l'avantage qu'on n'a pas si on n'est pas du CFOP? J'en sais absolument rien. Donc il vaut mieux être soit du CFOP, soit de la majorité. Oui, mais si on se sent au CFOP, on a connu les non-alignés, on peut bien être non-aligné. Oui,
Bon, alors, on va tout de même poursuivre. Juste votre appréciation également sur cette initiative de l'opposition. Mais avant ça, on peut remarquer que la situation nationale, et singulièrement le vote de cette loi, ont mis à jour une sorte de dichotomie entre les députés et les responsables de leur parti. Visiblement, les élus de tous bords, aussi bien de la majorité que de l'opposition, qui étaient favorables, par exemple, à un report des élections législatives, ne parlent pas le même langage que les états-majors de leur parti politique. Alors, comment appréciez-vous cette situation? Parce que même aujourd'hui, il y a des élus qui disent il aurait fallu changer telle ou telle autre chose, mais les chefs des partis politiques qui se retrouvent dans le cadre du dialogue politique ont adopté un certain nombre de décisions par consensus et il faut s'y plier. Moi, je pense que il faut qu'on apprenne à faire confiance aux gens qu'on a délégués. Le député, il est voté, c'est vrai par le peuple, mais au nom d'un parti politique. C'est ce parti politique qui l'a proposé, il a constitué son dossier, il a été voté. Donc il parle au nom du peuple, de ceux qui l'ont voté, et au nom de son parti. Je me dis que la proposition de l'Assemblée ne s'est pas faite à huis clos. Je pense que si je suis d'un parti politique et nous discutons de ça, je fais le feedback. Je rends compte à qui de droit dans mon parti de ce que nous faisons et au fur et à mesure jusqu'à l'adoption des choses. Si je sens qu'il y a une dissension ou que dans mon parti je ne suis pas suivi et autres, soit je vote contre ou je ne vote pas pour, mais je ne vais pas aller me ridiculiser. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont désavoué des gens qu'eux-mêmes ils ont mis là-bas. Même s'ils disent que les députés sont... Le député n'est pas allé là-bas intuitif, personnel, lui, parce qu'il est... Non, il est parti parce qu'il a battu campagne dans un cadre organisé, un parti constitué, il a été voté, il parle au nom de ce parti, en bien ou en mal, en tout cas, si on tape sur son doigt, on tape sur le parti. Et je me dis que pour que toute une assemblée s'accordent, ça veut dire que ce sont quand même des gens en qui on peut faire confiance. Ce sont des gens qui ont fait un minimum de travail, un travail de fourmi. C'est vrai que si on prolonge, ça leur fait du bien, mais ils n'ont pas pensé à ça. Eux, ils ont pensé aux problèmes réels d'insécurité et qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser les choses. Ils n'ont pas été compris, malheureusement, mais moi, je n'ai pas approuvé la position des leaders des partis politiques qui ont désavoué les députés. Je trouve que ça ne se fait pas et que ce n'est pas bien. Alors, les leaders des partis politiques devraient-ils s'aligner sur les constats de leur mandat à l'Assemblée nationale? Il y a eu un couac entre les députés et les partis politiques. Là-bas, c'est les leaders, comme vous disiez. Il y a eu un couac, sinon normalement, en fait, on ne devrait pas en arriver là où quelqu'un va perdre la face en quelque sorte. Bon, il me semble que le retrait de projet qui était soumis, de code électoral qui était soumis, il y a eu une relation avec ces questions-là. Avec ces questions. Voilà, pour s'accorder. Il faut espérer que tout rentre dans l'ordre et que chacun joue son rôle et que dans les zones... C'est acté, ça a été rejeté. Les députés, de toute façon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. À leur place, je ne rugirai pas. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, même si on peut leur prêter toutes les intentions qu'on veut. C'est ça aussi, ce sont les risques aussi. Et je pense que si les chefs des partis politiques n'avaient pas agi comme ça, ils n'allaient pas avoir cette réaction-là. Cette réaction, moi j'allais dire, en tout cas, pas gentille sur les députés. Parce que ça veut dire que, ou alors il n'y a pas de communication entre eux et les députés. Et les gens qu'ils ont mandatés à chose. Ça met à nu aussi des défaillances organisationnelles
au sein de leur structure. Il faut donc améliorer la communication entre les leaders, les responsables des partis politiques et leurs élus, leurs représentants à l'Assemblée nationale. En tout cas, pour l'heure, nous sommes en plein dans ce rendez-vous électoral. Quelques jours seulement, quelques semaines nous séparent de ce rendez-vous. C'est vrai qu'il y a énormément de problèmes, mais en même temps, il va falloir donc que les uns et les autres se serrent les coudes pour qu'on sorte quand même grandi de ce rendez-vous. En tout cas, élection présidentielle au Burkina en couplage avec des législatives, mais élection présidentielle dans plusieurs autres pays de la sous-région, notamment en Guinée, au Niger, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où nous nous arrêtons à présent, prévu pour le 31 octobre prochain, le scrutin présidentiel s'annonce pour le moins tendu sur les bords de la lagune Ébrié, entre la candidature du président sortant Alassane Ouattara et celle de Henri Konan Bédié, d'une part, et l'impossibilité pour l'ancien président Laurent Gbagbo de pouvoir compétir. Les esprits s'échauffent et l'on craint de nouvelles violences post-électorales dans ce pays. Des violences qui ont d'ailleurs déjà commencé en Côte d'Ivoire pour saluer l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara. Faut-il donc craindre le pire, Paul Kiemde? Je pense qu'il faut craindre le pire. C'est dommage qu'on en arrive là, parce que, à partir du moment où Alassane Ouattara avait décidé de ne pas se présenter, on pouvait espérer que vraiment la vie politique allait être apaisée. Mais on revient à une situation qui est quand même assez dangereuse pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais entre-temps, il y a eu une force majeure. Vous voyez, ici aussi, on parle de forces majeures, même si elles ne sont pas de la même nature. Non, il n'y a pas de force majeure. En Côte d'Ivoire, il y a eu une force majeure. Non, c'est le décès d'un candidat. Oui, le décès d'un candidat peut justifier qu'on reporte, qu'on pousse la date des élections. Mais pour trouver un autre candidat. Oui, mais encore que ce n'était même pas nécessaire, puisqu'il était désigné candidat, on n'avait pas encore déposé des actes, des dossiers, et ainsi de suite. C'est ça aussi la faiblesse de notre système. Donc, il se retire, il propose quelqu'un, et cette personne décède, et il dit, à partir du décès de cette personne-là, je suis obligé de revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas construit un parti qui peut émerger et garantir la stabilité du parti ou garantir la victoire. Tout le monde pense que si ce n'est pas lui, le parti ne va pas gagner, c'est la fin des haricots. Oui. Mais c'est ça qui n'est pas... Qui est quand même dommage. C'est ça qui est dommage, Madame Darbo? Oui, c'est grave en Afrique, ce qui se passe en Afrique. Je suis convaincu que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre ce genre de comportement et d'attitude. J'estime quand même que le président d'un pays, c'est un exemple. C'est quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un en qui on a confiance, c'est quelqu'un qui nous représente. C'est quelqu'un à suivre. Est-ce que ça veut dire que dans son parti politique, à part lui et le regretté Koulibaly, personne d'autre ne peut diriger ce pays? Personne d'autre ne peut être candidat? C'est même une insulte à l'intelligence des gens de son parti. Je ne sais pas pourquoi les gens aussi, ils se taisent, ils ne disent rien. C'est comme si c'était des suiveurs. Je ne comprends pas. Ils appellent. Il y en a qui parlent, mais aujourd'hui, tout cela est acté. Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature. Mais c'est ça qui est dommage. Alors, comment on gère cette ambiance de violence qui s'instaure et qui frappe et qui touche aussi les communautés étrangères? Mais il sera le premier responsable. Il sera l'auteur de tout ça. C'est lui qui avait donné espoir. Il a parlé bien avant que son mandat n'arrive à terme. Il a dit qu'à la fin de son mandat, il aura 78 ans. Il ne veut pas se représenter. Tout le monde y a cru. Il
proposé quelqu'un, il a été applaudi avec les 2 mains, les 2 pieds, et après il est là, il met les gens dans le doute, présentera pas, et paf, il a même déposé son dossier de candidature. Même si juridiquement, même si les textes ne le lui interdisent pas, je ne sais pas si si c'est interdit ou pas, mais même si c'est ça, lui-même pour son respect, pour sa considération, pour son image de marque, il doit quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Alors exemple, vous avez dit, vous ne savez pas si les textes, en tout cas par rapport au texte, il y a eu une nouvelle constitution. Théoriquement, on nous avait dit que cette nouvelle constitution ne visait pas une nouvelle candidature de Alassane Ouattara. Nous, on parle tous de 3e mandat, mais le vocable actuel, c'est premier mandat de la 3e République. Alors, est-ce que les textes l'autorisent ou pas, finalement, Paul Kiemde? Bon, c'est connu l'exercice maintenant, c'est-à-dire vous changez de constitution pour remettre les compteurs à zéro. Hein, c'est ce qui a été fait ici. Donc, qui fait que, bon, s'il n'y avait pas... avant qu'il annonce qu'il ne va pas se présenter, c'était le problème. Mais à partir du moment où la constitution a été changée, on connaît la situation ici. Et ben donc, il pouvait se représenter. Oui, c'est pourquoi je dis, même si juridiquement ça peut... Mais politiquement, peut-être que c'est un autre problème. Mais c'est un choix politique que d'être resté finalement dans la course. C'est plutôt un choix politique. C'est beaucoup plus politique que juridique. Si on opte pour ce choix politique-là, qu'on accepte aussi de connaître la honte, qu'on accepte de connaître le déshonneur, qu'on accepte de connaître tout, d'être traîné dans la boue. Alors, très rapidement, ce qui me préoccupe là sur cette question, c'est comment on sort de cette dynamique de la violence qui commence à s'instaurer. Il faut que les gens disent la vérité, qu'ils respectent leurs paroles, qu'on les croit. Et quand ils parlent, on sait qu'ils vont faire et qu'ils ne prennent pas les gens pour les derniers de la classe, pour ne pas être vulgaire. Mais c'est vrai, pour moi, c'est un manque de considération pour les gens. Des gens qui te font confiance, des gens qui placent leur confiance en toi, qui te suivent, qui t'aident, qui mettent leur intelligence et tout, et qui espèrent et qui pensent que nous, on n'est pas mieux que les autres. On n'est pas mieux que les autres. Là où ça se fait, on n'est pas mieux qu'eux. Personne n'est né dans le pouvoir ou avec le pouvoir. Ça s'acquiert, ça s'exerce. On le réussit ou on échoue. Mais laissez la chance à ceux qui veulent et qui peuvent de le faire. Ce sont les urnes qui départissent et qui donnent les résultats. Absolument. Voilà. Ouais, ça, c'est le mot. Ce sont les urnes qui départagent. Et j'allais dire que très souvent nous débattons sans mettre ce paramètre au milieu. C'est ça qui doit être l'essentiel. L'opposition, il y a le Sénégal qui a donné l'exemple. Quand à partir du moment, voilà, ils ont de faire une coalition et sur le terrain électoral. S'ils n'étaient pas sûrs, par exemple, ils se représentent dans une condition de controverse, mais il faut le battre sur le terrain électoral et demain, personne ne va tenter ce genre de jeu. Ce genre de scénario. Mais si on est toujours là, il faut conscientiser ou bien, en fait, parler des questions, des reproches moraux ou autres. Non. Il faut que... Pour vous, Paul Kiemde, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est que les cartes sont sur la table, voilà. à chacun de faire son travail pour que, si c'est Alassane Ouattara qui est le vainqueur, qu'il soit le vainqueur, et si c'est l'opposition qui doit s'organiser pour le battre dans les urnes,
l'opposition a le devoir de s'organiser pour le battre dans les urnes. Mais il se trouve justement que certaines cartes maîtresses de l'opposition sont hors du territoire et qu'on leur fait, pour ainsi dire, des misères pour qu'ils n'entrent pas dans le jeu. Est-ce que là aussi, ce n'est pas chrysogène? C'est vrai que j'ai donné l'exemple du Sénégal, mais au Sénégal, l'opposition n'était pas, j'allais dire, laminée comme ça. Hein, parce que, bon, Gbagbo, même Guillaume Soro, qui était un allié. Qui espérait à toi que c'était son heure. Bon, donc, c'est une situation délétère. En fait, c'est vrai, s'il se représente, c'est parce qu'il a créé une situation où il peut se représenter et gagner. Hein? Mais je crois aussi que c'est parce que les gens ne jouent pas franc jeu. Entre le discours politique, les paroles d'un politicien ne pèsent pas parce que il y a un déficit même de confiance. Puisque si on suit un peu l'évolution des choses en Côte d'Ivoire, tout était fait comme si, après Ouattara, c'était le tour de Soro, même si ce n'est écrit nulle part. Ça, c'était le jeu. Bon, il y a eu ce divorce. Encore que certains accords disaient que c'était un cadre du PDCI qui devait être donc... Exactement. Les gens ne respectent pas... Ce qui a fait partir Henri Konan Bédié. Voilà, ils ne respectent pas leurs paroles données et ça fait des frustrations. Et s'il y a tous ces débats, s'il y a toutes ces manifestations, c'est parce que les gens, on n'arrive pas à se calmer, à avoir l'esprit tranquille et se dire, ok, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne passera pas, on va l'avoir dans les urnes. Mais vous savez comment se passent les élections chez nous? C'est quelle sorte d'électeur? Tout le monde est achetable. Voilà. Il suffit de mettre le prix. Comment se passent les élections chez nous? On verra bien comment tout ça va se passer, mais il faut avoir à l'esprit que toute la sous-région a du stress électoral actuellement. En Guinée, c'est le 18 octobre. Ensuite, la Côte d'Ivoire, le 31 octobre. Le Burkina, le 22 novembre. Au Niger, l'élection présidentielle est prévue en décembre. En attendant, au Mali, ce sont des militaires qui sont montés au créneau le 18 août dernier dans la crise socio-politique qui opposait le président Ibrahim Boubacar Keïta et le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP. Le pays est désormais conduit par un comité national de salut du peuple dont on attend toujours la feuille de route pour une transition, là aussi, sur des contours qui restent en discussion. Alors, Paul Kiemde, avez-vous été surpris par cette irruption de l'armée sur le champ politique? Non, je n'ai pas été surpris. Mais pourquoi? Parce que, le président était dans l'impasse. Hein? Donc, il y a une situation insurrectionnelle, de révolte, et ça pouvait donner un peu tout. Et ça aggrave la situation du Mali. Bon. Et quand il y a eu les délégations de la CEDEAO, mais vous voulez qu'ils négocient quoi? Mais ils ne peuvent pas quand même dire, trouve le moyen de démissionner. Et il ne pouvait même pas démissionner, je pense. Donc, pour sa propre sécurité. Je crois que c'est un scénario qui est bon pour lui. Hein. Le scénario du coup d'État est bon pour lui. C'est ce que vous pensez aussi, Mme Ouedraogo? Bon, c'est pas ce que je pense, mais je me suis dit que ça ne pouvait pas ne pas arriver. Parce que je pense que les positions étaient exacerbées et la population malienne en voulait même à la CEDEAO. Au regard des propositions qu'ils ont eu à faire, parce qu'eux ils disent que la CEDEAO ne parle pas le même langage qu'eux, ils parlent de la malgouvernance, ils citent des articles même de la CEDEAO, ils ont des preuves à l'appui, ils interpellent la CEDEAO pour que le président IBK revoie sa copie. Enfin, eux ils ont dit qu'il faut qu'il démissionne. La CEDEAO est dans son rôle. C'est vrai, on n'est pas d'accord, mais il est dans son rôle. Parce qu'eux, ils vont, on dit tout, c'est la démocratie, non? On dit ce sont les textes, c'est juridique, il faut aller comme ceci, il faut aller comme cela. Mais au regard de la situation aussi, c'est pas à tout moment qu'on peut. La preuve, nous voilà, le Mali est dans quelle situation aujourd'hui? Et puis tout se dit, tout sort. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et je ne sais pas, quelqu'un qui a eu
l'honneur, je crois que c'est 7 ans, depuis 7 ans qu'il est au pouvoir, Oui. avec tout le respect qu'il a, il sort par la petite porte et dans les réseaux sociaux, on voit un président de la République en train de pleurer, de pleurnicher. Est-ce que c'est bien pour nos présidents? Est-ce que ça, c'est un exemple pour nos Alors, c'est présidents? pas bien. Vous dites que le scénario du coup d'État l'arrange, de là à dire que c'est lui-même qui a arrangé le coup d'État, il n'y a pas loin. Non, 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 je ne vais pas jusque-là. Je ne vais pas jusque-là, mais on fait un mauvais procès à la CEDEAO. C'est vrai qu'elle n'a pas le choix. Ce qu'elle fait, nous sommes dans une organisation d'intégration. Mais il faut quand même lutter pour que... Il y a un certain équilibre. Voilà, que la vie politique se stabilise, n'est-ce pas? Et bon, réduire les situations de coup d'État ou de transmission de pouvoir en dehors des urnes, puisque c'est ça, c'est la transmission de pouvoir par les urnes qui est l'élément. Ouais. Donc, elle fait ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas suffisant, mais je pense qu'elle joue pas pleinement, elle joue son rôle. Et donc, et même sur la situation du Mali, il ne faut pas aussi avoir une analyse figée, parce que ce qui est arrivé, c'est d'abord l'insécurité qui a fragilisé le pays. Le pays et les gouvernants, depuis ATT. Ouais. Et le coup d'État voilà, de 2012. Voilà, c'est le problème de l'insécurité. Et c'est un Est-ce problème. que justement ce coup d'État pourrait être une bonne opportunité pour régler ces questions? Les militaires, on attend toujours véritablement comment ça va se passer cette transition. Bon, ce qu'on peut espérer, c'est que les militaires soient un peu plus performants dans la lutte contre l'insécurité que les civils jusqu'à présent, qui hésitent entre... Bon, donc, et c'est sur ça que, peut-être ça donne un petit souffle. Hein? Mais bon, où est-ce qu'ils vont? Mais dans tous les cas, ils ont toujours dit que l'armée malienne est sous-équipée et les Maliens ne sont pas formés pour. Et ils ont pris le pouvoir dans cette situation. Ce n'est pas en 48 heures, 72 heures, un mois qu'ils vont régler ça et puis combattre l'insécurité. Ça veut dire qu'eux aussi vont patauger. Donc, là, le pays se retrouve dans une situation de fragilité. Tout à fait. Nouveau. Tout à fait, parce qu'eux aussi ils vont patauger, eux aussi ils vont chercher et leur marque, ils vont essayer de... Parce qu'ils ont pris le pouvoir sans savoir ce que c'est que le pouvoir. Ils ne sont pas dedans, ils vont découvrir, ils vont essayer de comprendre, ils vont essayer de travailler. Peut-être qu'eux aussi, on va les décrier bientôt. Parce que le peuple est là aussi. C'est ça. Donc, il faut que les premières actions qu'ils vont mener soient des actions d'espoir. D'espoir pour que les gens se disent, ah, voilà, au moins, il y a un changement. Au moins, eux, ils ont fait ça, ils vont faire ça. Et il faut qu'ils puissent avoir la confiance de la population. Sinon, je ne sais pas, parce que depuis le coup d'État, il y a quoi? Il n'y a rien. On attend toujours de savoir comment l'exécutif... Et pendant ce temps, si l'insécurité est en train d'avancer et à grands pas, parce qu'il a le terrain libre. On n'a plus le temps et donc très rapidement, pour conclure, quelles répercussions cette situation pourrait-elle avoir sur la sous-région? D'abord, Madame Ouedraogo. En 2 mots, vraiment. C'est difficile, hein? Les situations ne sont pas les mêmes. Et les cas ne sont pas les mêmes, mais ça se ressemble. Hein? Et ce qui se passe au Mali peut se produire n'importe où, mais tout dépend aussi des actes qu'on pose. Tout dépend des actes qu'on pose pour ne pas y arriver. C'était peut-être pas la bonne, c'était pas la meilleure solution forcément au Mali, mais est-ce qu'ils avaient le choix parce que la pression était telle que les ficelles étaient tirées un peu de partout. Il fallait bien qu'à un moment donné, on mette fin à la récréation, si je peux dire ainsi, et puis aller rapidement. Mais vraiment, il faut travailler rapidement parce qu'ils n'ont pas le temps. La sous-région, si on y prend garde,
c'est pas exclu que ça arrive, en tout cas, quelque part. C'est pas exclu parce que les mêmes choses produisent les mêmes effets. Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que ce coup d'État malien, est-ce qu'à partir de ce coup d'État malien, d'autres auront également cette idée d'aller régler leurs problèmes de cette façon-là? On apprend qu'au Mali, la transition voudrait s'installer sur une durée beaucoup plus longue que ce qui était initialement annoncé. Alors, pour ce qui concerne la situation au Mali, moi je dis d'abord que l'insécurité qui nous envahit est venue par le Mali. Ce n'est pas qu'ils ont... Ce n'est même pas un problème de simple malgouvernance, comme on dit. C'est lié à un mouvement international. Donc, les mouvements terroristes, djihadistes, ainsi de suite, qui ont choisi un champ. Il faut l'accepter comme ça, qu'ils ont choisi un champ. Et si ce champ ne sait pas se défendre, il va patauger. Donc, les militaires arrivent, ce n'est pas une question d'armes. Ce n'est pas une question d'armes, il faut savoir trouver la réponse, le ressort politique et même la société civile. Ce n'est pas la peine de se dire on est super démocrate si on ne sait pas, face à ces situations-là, quelle est la bonne attitude à adopter pour qu'il y ait une sorte de voix unanime, quelle que soit la religion de chacun, pour que... c'est ça le premier problème. Maintenant, pour ce qui concerne... Rapidement. Oui, pour ce qui concerne le délai de la transition, c'est vrai que, au début, ils avaient annoncé un délai de 9 mois. Ça, c'est pas réaliste parce que en 9 mois, vous n'avez pas changé la donne, le dispositif politique. Alors maintenant, on parle de 3 ans, on parle de 4 ans, on parle de 5 ans. Oui, ça aussi c'est trop. C'est trop. C'est-à-dire que il ne faut pas que ça soit trop, pas trop peu, mais pas trop non plus. 1 an, comme le préconise la CEDEAO. 1 an ou 2 ans. Ouais, 1 an, 18 mois, 2 ans. De toute façon, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent donc ce 28 août sur cette question malienne. On verra bien ce qui en sortira. Le temps qui m'a été imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope, numéro 108, qui recevait pour vous Aminata Ouedraogo Bakayoko, journaliste et communicatrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Serge, merci pour ce débat. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Paul Kiemde, enseignant des universités, membre du conseil d'administration du Centre pour la gouvernance démocratique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Serge. C'est Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie, qui a signé la réalisation de ce numéro de Périscope. Merci également à toute l'équipe qui l'a soutenu dans cette orchestration. Aïda Sankara au son, Ismaël Amadou au cadre, Aimé Bassinga était donc sur les synthés et au prompteur, Mathias Kambou a assuré la diffusion. Mes invités et moi avons été maquillés par Nouriatou Ouedraogo. Merci à André Agboka à Cotonou au Bénin, ainsi qu'à vous toutes et à vous tous qui m'honorez de votre fidélité et de vos encouragements tellement réconfortants et motivants. Merci et prenons toujours soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.